Bonjour à tous, donc voici la troisième et dernière partie de notre chapitre 6 sur la mise en place du projet républicain. Donc, elle va concerner les divisions qui continuent de marquer l'histoire de la Troisième République à la fin du 19e siècle et à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors, depuis 1879, ce qu'on a expliqué la dernière fois, on a bien en place une majorité de républicains. Ils sont à la fois des républicains modérés et des républicains radicaux. Et ils ont mis en place des réformes pour garantir une démocratie libérale, c'est-à-dire qui assure notamment la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Cette liberté de la presse, c'est à la fois une garantie que les libertés individuelles sont respectées, et d'un autre côté, c'est une menace pour la République, puisque la presse va permettre à l'opposition de s'exprimer librement et de révéler notamment un certain nombre de scandales. Ce gouvernement de 1879, et qui sera encore, ce sera le même principe jusqu'au moment de la 4e République, va mettre en place un régime parlementaire, donc il va privilégier les décisions prises à l'Assemblée. On parle ici d'un gouvernement des chambres pour éviter un retour au césarisme politique. Ce qu'on craint par-dessus tout durant la Troisième République, c'est qu'il y ait de nouveau un homme charismatique, populaire, pour ne pas dire aujourd'hui populiste, qui prenne le pouvoir, un petit peu à la manière d'un Louis-Napoléon Bonaparte, et qui, d'une certaine façon, restreignent l'avancée des libertés et prennent le contrôle un petit peu sur les institutions. Alors, le travers de ce régime des chambres, c'est qu'il est véritablement déconnecté au final du peuple. Il va y avoir la montée d'un courant qu'on appelle l'antiparlementarisme. Qu'est-ce que c'est que cet antiparlementarisme ? C'est justement une critique du fonctionnement du parlementarisme, donc de votes qui sont prises entre partis, en vase clos, dans un hémicycle qui n'est pas forcément représentatif de la constitution du peuple, et qui va être marqué notamment par un certain nombre de scandales, parmi lesquels on verra par la suite le scandale notamment de Panama, qui va cristalliser l'opposition contre les parlementaires. Les parlementaires, ils sont corrompus, ils sont manipulateurs, ils vont trahir les électeurs qui les ont mis en place, et donc toute cette cristallisation de l'antiparlementarisme va conduire à un mouvement qu'on appelle le boulangisme. Ce boulangisme fait référence en fait à la personne de Georges Boulanger, qui était ministre de la guerre et qui, en 1886, commence à faire campagne pour pouvoir être élu à la députation dans la plupart des départements français. Et il va y avoir des élections en janvier 1889, durant lesquelles le boulangisme va devenir véritablement dominant en France, puisqu'il va rassembler toutes les formes d'opposition au régime parlementaire. Aussi bien des nationalistes, plutôt marqués par la droite, il va y avoir également des socialistes qui apprécient, on va dire, les réformes sociales qu'ils souhaitent mettre en place, notamment ce qu'il a déjà mis en place en tant que ministre de la guerre au sein de l'armée, améliorant les conditions de vie des soldats, permettant et obligeant également les hommes d'église à participer à une formation militaire. Ça s'appelait beaucoup aux anticléricaux. Il va avoir le soutien d'une partie également des syndicalistes, des anarchistes, qui considèrent que c'est un homme qui va pouvoir prendre le pouvoir et renverser l'Assemblée nationale. Bref, il va fédérer autour de lui des voix qui sont assez dissonantes et qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Tant et si bien que, une fois au pouvoir, en janvier 1889, certains partisans de Boulanger lui demandent de faire un coup d'État, de marcher sur l'Assemblée nationale, ce qu'il se refuse à faire. Il lui demande de prendre le pouvoir, de marcher sur l'Élysée, ce qu'il se refuse à faire également. Il va simplement décider une dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections. Cette fenêtre de tir qui est accordée aux républicains va permettre la formation, on va dire, d'un front républicain contre le boulangisme, et le général Boulanger sera battu du coup aux élections législatives de septembre 1889. Il décide de s'exiler en Belgique, et puis quelques années plus tard, il va se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Il aura une fin
aussi tragique que ridicule, hein, un petit peu comme a été tragique et ridicule le mouvement boulangiste. Si les républicains sortent renforcés de ces deuxièmes élections de l'automne 1889, ils ont encore cependant un certain nombre d'ennemis, hein, de personnes qui contestent leur autorité au sein de la République, et ça va se manifester, donc je disais, dans deux grandes affaires. La première affaire, c'est l'affaire de Panama. Donc on est en 1892, il y a une compagnie d'exploitation du canal de Panama, c'est-à-dire un canal de franchissement entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique au niveau du Panama. Et cette entreprise, elle est dirigée par un industriel français qui s'appelle Ferdinand de Lesseps, qui est un homme très très sérieux, mais qui va corrompre un certain nombre de députés. Une centaine de députés français seront corrompus pour pouvoir faire passer des lois favorables justement aux compagnies d'exploitation de ce canal de Panama. Or, ça va être un fiasco financier. En 1893, la compagnie de Lesseps va faire faillite, ruinant énormément d'actionnaires en France, et le scandale sera révélé à la presse, ce qui vient renourrir l'antiparlementarisme en France et discréditer un grand nombre de députés qui ne seront plus jamais réélus par la suite après ce scandale-là. Autre grande affaire de la fin du 19e siècle, c'est l'affaire Dreyfus. Évidemment, je vous renvoie à la vidéo qui est en lien sur le site juste au-dessus de ces vidéos de cours pour avoir plus en détail l'affaire Dreyfus. Globalement, Dreyfus, c'est un officier qui est un officier d'artillerie qui travaille pour le ministère de la guerre et il va être accusé d'espionnage et de trahison au bénéfice de l'Allemagne. Il va y avoir un procès bâclé, truqué, organisé de toutes pièces par l'armée qui va condamner le capitaine Dreyfus à la déportation donc en Guyane. Mais par la suite, l'affaire sera remise au devant de la scène, alors que sa culpabilité ne faisait absolument aucun doute, notamment par une partie de la gauche radicale, dirigée à l'époque par Georges Clemenceau. Et Clemenceau s'appuie sur un certain nombre d'intellectuels, notamment Émile Zola, qui va publier donc dans le journal L'Aurore dirigé par Clemenceau une lettre ouverte au président de la République de l'époque, qui est Félix Faure, le célèbre J'accuse, qui relance l'affaire. Et cette affaire montre qu'il y a toujours une opposition très forte en France entre un courant libéral, qui va regrouper à la fois des républicains modérés, des républicains radicaux, des socialistes, et puis un courant qu'on pourrait qualifier plus de conservateur, mais essentiellement de nationaliste, qui va regrouper à la fois des nationalistes de tradition plutôt monarchiste, derrière Charles Maurras, qui est le fondateur de l'Action française. L'Action française, c'est un mouvement nationaliste d'extrême droite qui vise à la restauration de la monarchie en passant éventuellement par une reprise en main des institutions. Et puis également une droite nationaliste antisémite qui va être représentée notamment par des personnalités comme Édouard Drummond, qui est un journaliste, qui est auteur d'un ouvrage en 1885 qui s'appelle La France juive, qui est profondément agressif à l'encontre des minorités israélites en France et qui considère en fait qu'il y a une sorte de grand complot juif qui vise à saisir les organes de pouvoir en France contre l'intérêt des Français. L'antisémitisme en France a une assez longue tradition. Il vise à montrer que dans la mesure où les Juifs ont été expulsés en fait de Palestine et qu'ils forment une diaspora au niveau international, ils ne peuvent pas être de bons patriotes et ils ne peuvent pas défendre les intérêts de la nation. Donc on oppose en fait une tradition plutôt universaliste qui serait la tradition des Lumières et qui serait compatible en fait avec l'idéologie juive et le complot juif, qui est ici fantasmé et dénoncé par l'extrême droite. On oppose à cette vision universaliste une vision nationale, plus on va dire enracinée, plus charnelle, qui montrerait que les intérêts de la France
Et la morale qui s'appliquerait pour la France n'est pas du tout une morale universelle qu'on pourrait calquer à l'ensemble des autres nations européennes. Bref, ces deux courants s'opposent, vont s'affronter de manière très violente, par médias interposés, par libelles interposés, et au final, la réhabilitation donc, du capitaine Dreyfus, il sera gracié dans un premier temps, mais il sera finalement réhabilité en 1906, vient conforter de manière presque définitive le courant libéral, républicain, à l'intérieur de la France. Autre forme d'opposition, cette fois-ci non pas à l'extrême droite, mais plutôt à l'extrême gauche de l'échiquier politique, c'est le mouvement socialiste. Ce mouvement socialiste, on peut pareil le diviser en plusieurs mouvances. Il y a une mouvance qui est une mouvance plus radicale, proche de l'anarchisme, qui se manifeste par l'action directe et souhaite renverser le parlementarisme. Les anarchistes vont notamment montrer leur grande détermination en devenant des mouvements terroristes lorsque, en 1894, ils assassinent le président de la République, Sadi Carnot. Autre mouvance de la gauche, c'est plus la gauche socialiste qui, elle, s'est rapprochée des radicaux au moment de l'affaire Dreyfus et pense qu'on peut, par les voies institutionnelles, renverser le capitalisme et mettre en place des réformes en faveur du mouvement ouvrier. C'est notamment la politique qui est menée par Jean Jaurès, qui prend la tête de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste actuel, qui sera formé à partir de 1905. Et donc, on a une partie de la gauche formée par des socialistes réformateurs, issus de la SFIO, des républicains radicaux, et puis une partie des républicains modérés. Et puis on a une droite plutôt conservatrice, soit nationaliste, soit monarchiste. Et ces deux courants continuent de s'opposer encore à la veille de la Première Guerre mondiale, même si on sent bien que l'imminence du conflit mondial qui approche et la menace que fait peser cette guerre va entraîner ce qu'on appellera en 1914 une union sacrée, c'est-à-dire un rassemblement des forces politiques en France pour lutter contre l'ennemi commun qui est l'Allemagne. Donc voilà pour ce premier cours sur la Troisième République, ce premier chapitre. Il y aura deux autres chapitres consacrés à la Troisième République qu'on verra dans les semaines à venir. Le premier sera sur l'entreprise coloniale de la France et puis le suivant sera sur la Première Guerre mondiale. N'hésitez pas encore à poser des questions, à laisser des commentaires, à me contacter par mail. Et puis si il y a des points que vous souhaitez aborder qui n'ont pas été abordés, dites-le moi et éventuellement je reviendrai dessus dans les jours à venir. Bonne fin de journée à vous et puis à très bientôt.